Laurent Berger, je vous laisse la parole pour introduire ce premier thème et nous allons donc cheminer en fonction des questions que vous voyez ici inscrites derrière. Merci Juliette, merci de l'invitation. On a passé le moment le plus difficile pour moi parce que j'aime pas trop qu'on parle de moi. Je préfère parler de la situation. C'est quoi le dialogue social dans une démocratie? Le dialogue social, c'est la reconnaissance que le monde du travail, que la société, parce que pas simplement le monde du travail, mais principalement si on reste dans le monde du travail, est traversé d'intérêts contradictoires. Ces intérêts contradictoires, ils sont d'abord liés à l'essence même de la réalité de beaucoup de gens qui travaillent, c'est-à-dire un lien de subordination. Je vous rappelle que quand vous signez un contrat de travail, c'est à peu près, enfin en tout cas je souhaite pour vous que ce soit à peu près le seul endroit dans votre vie où vous ayez une subordination, ça veut dire une obligation quand même de faire un certain nombre de choses à des moments où on vous le demande, avec des horaires où on vous le demande, etc., dans les conditions où on vous le demande, à condition qu'elles soient à peu près correctes. Et ça, c'est un premier élément d'intérêt contradictoire, parce qu'évidemment, selon qu'on soit celui qui fait signer ce lien de subordination, ce contrat de travail, ou celui qui le signe, on n'est pas dans la même situation. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans le monde du travail, dans une situation où il y a certes des intérêts convergents, il y a du commun à construire, il y a une volonté partagée d'aller vers un certain nombre de réalisations, qu'on soit d'ailleurs dans la fonction publique ou dans le privé, mais on a, à certains points de vue, des intérêts contradictoires. On peut en avoir sur la façon dont on répartit la valeur créée, la façon dont s'exerce le travail et son organisation. Et on a besoin, comme dans la société, de faire confronter ces intérêts contradictoires pour faire émerger des solutions. Et donc, le dialogue social, c'est ça. Et le dialogue social, c'est pas une méthode, c'est une conception démocratique de la vie au travail. Et je crois que c'est un peu ce dont a souffert le dialogue social ces dernières années, et vous mettrez ce que vous voulez derrière ces dernières années, c'est soit qu'il soit considéré comme la reconnaissance de l'existence de l'autre, et donc, le fait de commencer à acter que des intérêts contradictoires doivent faire émerger des compromis. Ça, vous voyez bien une partie du champ, parfois politique, mais syndical, qui considère que commencer à rentrer dans un dialogue, c'est commencer à essayer de comprendre l'autre, ce qui est quand même ça, le dialogue, en fait. Et puis, de l'autre côté, une autre conception qui est... le rapport dans l'entreprise, dans le monde du travail, c'est d'abord un dominant, un dominé, et je ne vois pas pourquoi on donnerait trop de place au dialogue social. Et puis au milieu, il y a aussi ceux qui pensent que le dialogue social, c'est une méthode. Et moi, je m'inscris en faux depuis toujours contre cette vision-là. Le dialogue social, ce n'est pas tant une méthode qu'une conception de la vie démocratique dans l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise n'est pas un espace démocratique au sens strict du terme, évidemment, mais c'est un endroit où la démocratie sociale doit s'exprimer, et ça passe par le dialogue social. Donc si on devait, et c'est évidemment trop réducteur ce que je viens de dire, mais si on devait définir le dialogue social, c'est ça, c'est la capacité que des acteurs du monde du travail ayant des intérêts contradictoires se confrontent pour faire émerger des solutions qui tiennent compte évidemment du besoin de rentabilité, de fonctionnement de l'entreprise, mais qui tient compte d'une autre partie constituante de l'entreprise, que sont les travailleurs. Parce que l'entreprise, c'est deux parties constituantes, c'est le capital, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme d'ailleurs, et le travail. Et que le dialogue social, c'est la capacité à ce que ces deux parties constituantes, d'une certaine manière, rentrent en dialogue. Et sur les sujets du dialogue, on pourrait y revenir, ils sont multiples. Ce n'est pas que des sujets sur l'organisation du travail ou les salaires, c'est aussi des sujets sur la gouvernance, sur les choix stratégiques, sur la façon dont l'entreprise s'inscrit dans les transformations à l'œuvre, on pourra y revenir, qu'elles soient environnementales ou digitales. C'est la façon dans le public dont est rendu le service et dont il s'organise, etc. Donc, le dialogue social, c'est ça, c'est une conception démocratique de la vie au travail. Moi, je dirais pas, c'est la question d'après, l'état du dialogue sur France. Vous savez, ça dépend ce qu'on regarde, en fait. Si vous regardez ce qui se passe dans les entreprises privées, dire que le dialogue social n'existe pas en France serait une hérésie. Il se signe tous les ans des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'accords dans les entreprises, et d'ailleurs signés souvent par beaucoup d'organisations syndicales qui ont plus de mal au compromis au niveau national. Donc, il y a une réalité du dialogue social. C'est plus difficile dans les fonctions publiques.
il y a une espèce d'un jeu d'acteurs à somme nulle. Je suis l'employeur public, je décide et avec une fonction renvoyée aux organisations syndicales qui est souvent une simple fonction de contestation, dont certaines s'en nourrissent d'ailleurs, donc c'est plus difficile dans les fonctions publiques. Et puis, le dialogue social, c'est aussi d'un niveau national une forme de... Alors, d'abord, dans l'entreprise, ce dialogue, il a un peu reculé depuis les ordonnances de 2017, qui a réduit le champ du dialogue social, enfin, en tout cas, qui a amoindri la représentation syndicale. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais par contre, d'un niveau national, la conception du dialogue social depuis un certain nombre d'années, c'est davantage, venez, on va vous dire ce que vous voulez faire, ce qu'on veut faire, on va vous écouter, et à la fin, vous allez repartir, on va faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. C'est quand même une vision assez dégradée du dialogue social. Le dialogue, enfin, tout à l'heure, j'ai bien insisté sur l'idée que c'était une conception démocratique d'un niveau dans une société, c'est ça aussi, le dialogue et le dialogue avec la société civile, c'est aussi une conception de la démocratie. On a été ces dernières années souvent dans une phase d'inutilité de la confrontation sociale nécessaire. Enfin, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Le conflit des logiques, c'est une bonne chose dans une démocratie. Et ce qui fait une démocratie, c'est pas qu'on a nié, loin s'en faut, la conflictualité des logiques ou le conflit d'intérêts. Ce qui fait démocratie, c'est qu'on leur a donné un espace pacifique pour se confronter. Et si on a eu des éruptions sociales sur un certain nombre de moments ces dernières années, c'est parce que cet espace de confrontation, il n'existe pas. Et si vous avez un espace de confrontation où, de toute façon, il n'y a pas de possibilité de faire avancer les sujets parce qu'il n'y a pas de volonté de compromis, vous allez dans la conflictualité qui est autre qu'une conflictualité plutôt telle qu'on l'imagine quand on parle de conflit. Et donc, moi je dirais que le dialogue social, il ne se porte pas si mal quand on regarde ce qui se passe dans les entreprises, mais avec beaucoup de différences selon la taille des entreprises, des secteurs professionnels, etc., qu'il est en panne, d'une certaine manière, dans la démocratie politique actuelle, parce que il y a peu d'espaces qui ont été faits. Et vous savez, en 2012, on a beaucoup moqué, enfin certains ont beaucoup moqué les conférences sociales, finalement, qui avaient été construites. Et en fait, quand on regarde avec un peu de recul, c'était sans doute les dernières périodes où on a construit les grands compromis sociaux. Les grands compromis sociaux, suite à la conférence sociale, la conférence de 2012, par exemple, c'est l'instauration d'un complémentaire santé payé par tous les employeurs du public, enfin du privé, maintenant petit à petit du public, ça prend un peu plus de temps, mais 50% de la complémentaire santé est pris en compte par les employeurs pour les salariés du privé. Alors je sais que dans beaucoup d'entreprises, ça fait longtemps que ça existe. Moi, j'étais salarié d'une toute petite PME, je peux vous assurer que si ça avait été le cas à l'époque où j'y travaillais, ça aurait juste été différent en termes de pouvoir d'achat. La conférence sociale de 2012, c'est l'instauration de représentants des salariés dans les instances de gouvernance des entreprises. Et puis, je peux continuer comme ça un certain nombre de choses. Donc, c'est pour dire que c'est possible, même dans les périodes qu'on traverse, d'avoir du dialogue social qui soit fructueux, mais il faut pouvoir rentrer en... Et le rôle de la puissance publique, c'est pas de faire la loi en permanence sur les sujets du travail, c'est de donner les possibilités, le cadre, pour les acteurs économiques et sociaux de se confronter et de faire émerger des solutions. Et ce cadre-là, il ne vaut que si les acteurs eux-mêmes ressentent une forme d'incitation à agir et d'encouragement à agir. Et c'est malheureusement ce qui s'est un peu moins passé dans les années récentes. Alors, sur cette question, et sans transition, avant d'aborder la 3, puisque vous avez dit qu'au fond, le syndicalisme n'était pas mort et que ça dépend en réalité de la volonté des gouvernements au pouvoir aussi, parce que ça a évidemment un impact. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter quand même quelques instants sur la question que vous connaissez et qui va vous sembler éculée, mais qui est la question de la représentativité syndicale. Parce que, vous voyez, au-delà de ce que nous vivons mal, quand nous, citoyens, nous avons le sentiment que le gouvernement, tel ou tel gouvernement n'a pas envie d'écouter les corps intermédiaires, nous le vivons mal parce que nous avons l'impression qu'on n'écoute plus personne, mais en même temps, on entend aussi cette petite musique qu'on entendait déjà en 2012, sur le problème de la représentativité syndicale, avec un taux qui reste quand même pas très haut dans le privé, un peu plus en public. Et quelques ouvertures, quelques propositions avaient été faites il y a très très longtemps par une candidate à l'élection présidentielle que j'avais soutenue à l'époque et qui avait proposé le syndicalisme obligatoire. Alors, est-ce qu'il faut résoudre la question
de la représentativité par le syndicalisme obligatoire? D'abord, peut-être pour s'arrêter, Juliette, sur le poids du syndicalisme en France. Moi, je suis un peu plus tranquille maintenant parce que je ne représente plus une organisation syndicale, mais et j'ai été, ces 4 dernières années, président de la Confédération européenne des syndicats. Donc, on nous renvoie souvent, regardez les autres pays européens. D'ailleurs, on appelle souvent à l'Europe pour se dénigrer ou dénigrer les acteurs nationaux, ou alors pour dire que ce qu'on n'arrive pas à faire fonctionner, c'est de la faute de l'Europe. Mais je vais y revenir sur la question européenne. Moi, d'abord, je veux dire en préalable, il n'y a pas de défense corporative de mon point de vue. Le syndicalisme n'est pas assez puissant, il n'y a pas assez d'adhérents, tout ce qu'on veut, etc. Le taux moyen de syndicalisation, public-privé confondu, il est autour de 10-11. C'est insuffisant. Vous l'avez dit, le nombre d'adhérents à la CFDT, aujourd'hui, il est sans doute un peu plus proche de 650 000, mais peu importe. Il est faible par rapport à ce qu'on pourrait espérer dans le monde du travail. Je vous rappelle que le vivier des partis politiques, c'est plus large que les travailleurs. J'aimerais bien que je crois que la CFDT à elle toute seule, c'est plus d'adhérents que tous les partis politiques confondus de ce pays. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vieil adage qui dit que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ça marche assez bien, en fait, dans la vie concrète. Oui, le syndicalisme, il souffre d'abord d'avoir une image d'Épinal qui le poursuit, c'est-à-dire quand vous demandez à quelqu'un dans la rue en sortant c'est quoi un syndicaliste, il a à peu près... il y a beaucoup de chances qu'ils vous disent c'est un homme qui est plutôt proche de la soixantaine et qui est toujours en colère. Et je peux vous rajouter, et je le dis avec beaucoup d'amitié parce que c'est un ami, et qui a une moustache. Et je l'ai déjà fait devant lui. Et en fait, la réalité, c'est tout autre. La CFDT, c'est plus d'adhérentes que d'adhérents. La CFDT, c'est plus d'un salarié du champ des services. La première fédération, c'est le champ de la santé et du social et le champ des services. Les services, c'est le nettoyage, c'est la propreté, c'est la sécurité privée, c'est la grande distribution, etc. Donc, on a une image du syndicalisme dans le bastion, etc. Donc, oui, il y a beaucoup d'efforts à faire pour convaincre des jeunes dans un monde du travail où la mobilité est beaucoup plus forte qu'à une certaine époque. Moi, je me suis battu, par exemple, pour que les mandats des représentants syndicaux, des représentants des salariés, soient sur 3 ou 4 ans. Maintenant, quand vous allez dans certaines entreprises demander à un jeune d'être délégué du personnel, représentant du personnel pour 4 ans, il vous dit, mais 4 ans, c'est beaucoup. Donc, on a aussi à s'adapter, on ne fait pas toujours bien, etc. Et donc, d'un niveau européen, pour revenir là-dessus, on est faible par rapport à nos collègues. Mais je vous rappelle qu'en Belgique, si vous voulez avoir l'assurance chômage et une partie de la prise en charge de la santé, il faut être adhérent à une organisation syndicale. Je vous rappelle que dans un certain nombre de pays nordiques, pour avoir une adhésion, pour avoir la couverture conventionnelle, c'est-à-dire les bénéfices de la convention collective qui est négociée par les organisations syndicales, il faut être adhérent de l'organisation syndicale qui l'a signée. Je vous rappelle qu'en Allemagne, il y a une codétermination qui concerne une partie de l'économie allemande, pas d'autres. C'est un monde du travail, une économie très, très séparée en termes de dialogue social. Mais enfin, vous avez un poids dans la gouvernance à égalité. Moi, je travaille dans un groupe aujourd'hui qui a une filiale en Allemagne. La gouvernance de Targo Bank, c'est 50% de salariés, 50% de représentants de l'entreprise. Donc, vous voyez que les systèmes n'étant pas les mêmes, ce n'est pas comparable. Et donc, quand vous demandez à nos collègues européens ce qu'ils en pensent, ils disent que c'est un syndicalisme qui est faible en nombre d'adhérents, qui est puissant en capacité de mobilisation et en capacité militante. Et je crois qu'on l'a prouvé l'année dernière. Il y a une capacité de mobilisation qui est extrêmement forte dans les entreprises, mais aussi en dehors. Et donc, le syndicalisme est-il assez important, assez puissant ou pas? Évidemment, il n'est pas assez puissant. Mais enfin, aujourd'hui, on est dans un pays, et regardez bien ce qui se passe, où la société civile est assez puissante, où les citoyens s'organisent. Et donc, il y a sans doute beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de failles, etc. Mais laisser penser que le syndicalisme, on n'aurait pas à s'en occuper, on n'aurait pas à l'écouter parce qu'il est trop faible, c'est dire la même chose du réseau associatif, etc. Et ça produit quoi? Ça produit qu'à un moment donné, on considère, ça a même été théorisé ces dernières années, que si on fait fi de toute cette société organisée, on a des dialogues entre ceux qui dirigent et le peuple. Ça s'appelle le populisme. Il y en a d'extrême droite, il y en a d'extrême gauche, il y en a sans doute, d'extrême gauche, il y en a sans doute. Un populisme plus light, mais qui est quand même une négation des corps intermédiaires. Et donc, très clairement, je pense qu'il faut se méfier de ça. Le syndicalisme, il a beaucoup de défauts. Il devrait avoir plus de salariés adhérents aux organisations syndicales, etc., etc. Mais il existe. Et j'ai juste une anecdote. J'ai entendu un député l'année dernière, pendant le conflit des retraites, expliquer que le syndicalisme, finalement, comme il n'était pas d'accord avec le gouvernement, était sans doute pas totalement représentatif et légitime. J'ai été regarder le chiffre de participation
de ce député qui avait été élu dans une législative partielle. Je vous laisse imaginer à partir de quel pourcentage d'électeurs. Donc, si on commence à jouer à ça, on va tout foutre en l'air. On va tout foutre en l'air. C'est-à-dire, si on commence à suspecter la légitimité d'acteurs démocratiques dans un cadre des règles du jeu qui peuvent évoluer, mais qui sont ce qu'ils sont pour aujourd'hui, on va aller à la catastrophe, parce que plus personne ne sera légitime. Et c'est cela qui pourrait être creusé si on continue à jouer avec ça. Donc, le syndicalisme, il a beaucoup de choses à faire évoluer, mais il est encore bien là, il l'a montré l'année dernière. Alors c'est vrai, en étant responsable, en ne cassant pas, en respectant la décision in fine démocratique, même si les voix de passage nous ont évidemment gênés, etc. Mais il est là. Il est là et il a donné une très bonne image, puisque la CFDT a 30 000 adhérents de plus juste au moment du conflit des retraites, parce que précisément, vous avez montré que vous saviez répondre, vous mobiliser, mais qu'il n'y avait pas de conflit ni d'insécurité qui était généré par ces prises de position. Donc les adhérents ont augmenté. Mais je reviens quand même à la charge. Est-ce que ce serait raisonnable de proposer, peut-être les exemples que vous avez cités dans les pays nordiques, qu'en échange d'une adhésion à un syndicat, on pourrait avoir un peu plus de complémentaires santé ou alors quelques droits sociaux en plus? Est-ce que ce serait raisonnable? Parce que, pour revenir sur ce que dit Julliard et pas que lui, on est une société qui est quand même si j'aime pas ces généralités, traversée quand même par une logique hyper, pas individualiste, mais qui cherche la contrepartie systématique à l'engagement. C'est pas toujours le cas, mais c'est quand même le cas de la masse des gens, de la plupart des personnes. Est-ce qu'il faudrait pas aussi qu'on travaille là-dessus? Est-ce qu'il faut pas dire, en échange d'une adhésion à un syndicat, vous aurez des droits en plus? Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Enfin, en tout cas, en termes obligatoires, je ne crois pas. L'année dernière, la CFDT, en 2023, c'est 60 000 adhérents supplémentaires. Moi, je pense que, d'abord, de réserver, par exemple, une partie de la convention collective ou de la partie des droits aux seuls représentants des organisations syndicales, je crois que constitutionnellement, ça ne tient pas la route. Alors, on peut faire de très belles choses avec la Constitution. On vient d'en avoir la démonstration hier, et tant mieux. Mais ça, je pense que ce serait très compliqué. Moi, ce que j'ai poussé, ce qu'on a poussé, c'est une incitation à l'adhésion syndicale avec une contribution de l'employeur. Parce que il ne faut pas non plus, le syndicalisme a beaucoup de défauts, mais il y avait le défenseur des droits du temps de Jacques Toubon qui avait fait une enquête sur le droit à l'adhésion syndicale et la façon dont était perçu. Moi, je ne suis pas du tout pour dire qu'il y a de la répression syndicale partout, mais cette crainte de l'adhésion, elle est réelle. Il faudrait la rendre plus naturelle. C'est-à-dire que quand vous allez en Suède, le syndicaliste, c'est pas celui qui vient, qui est un peu le gêneur de la bande, etc. C'est naturel. Et c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, c'est pas naturel. Et je peux vous le dire, pour l'avoir vécu, que parfois, il y a même des entreprises qui sont bien implantées dans certains départements. Vous essayez pendant 10 fois de nommer un délégué syndical, vous avez 10 fois à peu près la certitude qu'il va se faire sortir, quoi. Donc, il faut rendre ça plus naturel. Et nous, ce qu'on avait défendu, c'était l'incitation, la contribution de l'employeur à l'adhésion syndicale. Les salariés seraient libres d'adhérer ou pas, mais il y aurait une participation, ce qui montrerait que c'est naturel. Elle peut être totalement modique, parce qu'on va encore nous dire il y a des charges, tout ça. Elle peut être totalement modique et symbolique. Et si le salarié ne la mobilise pas, ça sert à développer du dialogue social, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire ça va à un fond qui alimente le dialogue social. Moi, je suis plus pour ça que l'adhésion obligatoire. D'abord, le côté obligatoire, ouais, ça ne ferait pas une bonne publicité. Il est quasiment inexistant, le syndicalisme obligatoire, ailleurs en Europe. Ça n'existe pas. Par contre, il est beaucoup plus naturel, y compris dans des pays latins. En mode incitatif, en tout cas. Est-ce que, avant de passer au thème d'après, est-ce qu'il faut inventer un autre syndicalisme plus politique? Alors, on ne peut pas dire que les syndicats n'aient pas joué un rôle politique dans le cadre de la réforme des retraites, c'est évident. Mais c'est vrai que souvent, il y a cette tentation de dire « Ah, on souhaiterait que les syndicats soient aussi, après tout, prennent aussi des positions carrément politiques et qui s'écartent un peu de cette frontière qui n'est pas simple à respecter. » Alors, je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour l'ensemble des syndicats. Est-ce que cette frontière entre le syndicalisme et la politique, il ne faut pas l'interroger? Non, d'abord, dans l'histoire, si je prends juste les deux plus grandes organisations syndicales françaises, que sont la CGT et la CFDT, elles ont été très impliquées politiquement.
La CGT, tout le monde le sait, dans un lien assez organique même avec le Parti communiste français, et la CFDT, à une époque, avec l'organisation des Assises de la gauche, d'ailleurs auquel Jacques Julliard avait participé. Et ça, c'est fini pour la CFDT depuis le milieu des années 80, dans une logique partisane. Et moi, je crois, pour le coup, qu'il ne faut pas revenir là-dessus. Parce que ça ne veut pas dire que ce n'est pas politique, mais ce n'est pas partisan. Parce qu'on a vocation à représenter les salariés dans leur globalité. Et ils n'attendent pas de nous qu'on leur dise qu'il faut voter, sauf vraiment quand la démocratie, et c'est la seule exception qu'on s'accorde à la CFDT, lorsqu'il y a l'extrême droite en face. Et donc, il faut, enfin, moi, je crois que ça serait le déclin du syndicalisme. Par contre, dire qu'une organisation syndicale comme la CFDT n'est pas politique, ce ne serait pas juste non plus. Vous voyez, sur la question de l'IVG, ça fait des années qu'on réclame la constitutionnalisation de l'IVG. Sur la question migratoire, sur un certain nombre de questions de société, il y a légitimité à parler. Mais là où il faut que la légitimité s'ancre, c'est dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'on a légitimité à parler que si on est légitime, parce que ça concerne les travailleurs d'une certaine manière. Et vous allez me dire, à peu près tout concerne les travailleurs. La réponse est oui. Mais on n'a pas vocation à nouer des alliances politiques, on n'a pas vocation... Le syndicalisme, en faisant ça s'amoindrirait. Et je pense que ceux qui prétendraient servir en tireraient pas les bénéfices. Parce que, vous voyez bien, moi je crois bien connaître la sociologie de la CFDT, c'est assez central d'une certaine manière, mais moi j'ai jamais entendu, enfin, ou très rarement entendu des représentants des adhérents CFDT disant on devrait s'engager derrière tel ou tel candidat, c'est fini ça. Parce que il y a eu des histoires, il y a eu 81, où la CFDT avait continué de dire, puis après il y a eu le tournant de la rigueur, ça a été une décrue des adhérents d'adhésion à la CFDT pour une raison simple, c'est que les salariés ne demandaient pas d'accompagner. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait notre force. Et l'année dernière, même si on n'a pas gagné, j'en conviens, mais ce qui permet de maintenir d'une certaine manière le syndicalisme dans l'image qu'il avait, c'était tout simplement qu'on agissait contre cette réforme des retraites sur des questions de fond concernant les travailleurs et travailleuses, et pas parce qu'en face, il y avait un gouvernement avec lequel on n'était par essence pas d'accord. L'engagement que vous avez ainsi représenté et c'est un point que je voulais souligner ce soir, a légitimé d'une certaine façon la capacité à s'affronter et à prendre des positions politiques, mais non partisanes. C'est aussi ça dont on va parler ce soir, c'est la question de l'engagement. C'est-à-dire qu'en montrant que vous étiez capable, vous et puis avec l'intersyndicale, de défendre des positions qui étaient conformes à l'intérêt général et à ce qu'attendaient les citoyens, sans être pour autant dans une démarche partisane, vous avez élevé cette espèce d'engagement et d'envie d'aller plus loin. Mais il y a un moment, et j'en viens à notre deuxième thématique, où on cherche aussi des arguments pour convaincre sur le terrain électoral sur des questions aussi cruciales que le pouvoir d'achat. Alors c'est aussi la première préoccupation des Français, c'est ce que vous avez dit, c'est ce qu'on lit tous les jours dans la presse, et je voulais qu'on parle de la peur du déclassement, de la question de la précarité. Vous avez beaucoup travaillé, puisque vous étiez engagé auprès de seniors en fin de droit. Vous aviez travaillé à l'époque, ça s'appelait le RMI, sur les jeunes qui avaient besoin de soutien. On sait que le principal problème de notre système, on dépense beaucoup d'argent. Ce n'est pas un problème de verser des subventions, c'est plutôt un problème d'accompagnement individualisé, de capacité à suivre. Comment on peut envisager un changement ? Il y a deux sous-questions. Est-ce que c'est le travail exclusivement des syndicats ou est-ce que là, en fait, on ne va pas venir sur un terrain politique qui est la question de l'intervention de l'État directement et des choix de politique publique qui, là, relèvent peut-être moins du dialogue social qu'en fait d'une orientation générale. Et à l'avenir n'attend pas, on s'intéresse à la jeunesse et on est convaincu, comme l'avait dit un économiste qui s'appelle James Heckman, que quand on met 1 euro sur un enfant avant 10 ans, un enfant par exemple qui a du mal à apprendre, qui a un problème de santé, tout ce que vous faites avant 10 ans, c'est 100 euros d'économiser plus tard. Même en santé, on peut guérir quand on s'y prend tôt.
et en particulier sur les maladies psychiques qui sont un fléau et qui ne sont pas assez prises en charge aujourd'hui et qu'on ne détecte pas. La jeunesse et l'enfance étant encore trop dans l'angle mort des politiques publiques. Vous voyez que là, on est en train de glisser sur la question, au fond, de comment on agit. Est-ce que la réponse relève du dialogue et de la démocratie sociale, ou est-ce qu'en fait, et quelle est votre vision là-dessus, on ne va pas, en fait, à un moment donné, basculer sur la revendication politique? Moi, pour être tout à fait clair, je pense qu'il n'y a pas d'un côté la question sociale qui se traite par la démocratie sociale et de l'autre côté la démocratie politique. Je crois que tout ça interagit, évidemment, qu'il y a des sujets qui sont de la responsabilité propre de chacun des acteurs, il y a des sujets sur lesquels il y a une responsabilité partagée, et il y a des sujets sur lesquels la puissance publique doit donner la capacité d'agir aux acteurs. Sur la question du dialogue social, si on prend la question du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, d'abord, nous, on a longtemps voulu parler plutôt du pouvoir de vivre, oui. Mais si on prend cette question-là, elle invite, elle convoque le sujet du pouvoir d'achat, elle convoque la question de la rémunération par le travail, la question des allocations lorsqu'on ne peut pas travailler. Moi, je vous le dis, s'il y a un domaine, il y en a plusieurs, mais s'il y a un domaine qui me choque dans cette période, c'est de donner ce sentiment que un demandeur d'emploi ou quelqu'un qui serait au RSA est forcément un salaud de profiteur. Mais ça convoque cette question-là. Donc la question de la ressource qu'on a par le travail, par son activité, par sa retraite, par les allocations, etc. Puis ça convoque ce dont on a besoin pour vivre. La question du logement. On va dire que ce n'est pas un sujet à la fois d'actualité, mais un sujet crucial pour les gens. La question de la mobilité, la question de l'accès à un certain nombre d'activités, etc. Puis ça convoque une troisième dimension qui est le sujet des services publics. Quel est le meilleur vecteur de réduction des inégalités? Ce sont les services publics. Et la capacité, services publics d'éducation et de petite enfance. C'est quoi la première des inégalités lorsque vous habitez assez loin de votre travail? C'est la capacité à avoir un salaire qui permet de rémunérer le mode de garde de votre enfant lorsqu'il est petit. On n'a pas de service public de l'enfance digne de ce nom. La question des services publics, c'est la question de l'éducation. Je parlais tout à l'heure midi, mais j'ai la chance d'avoir des enfants qui ont un écart d'âge assez important. Il y a une dégradation aujourd'hui du système éducatif. Il y a une dégradation. Qui en souffre? Les plus pauvres, les plus modestes. Ceux qui ont moins de temps à consacrer pour différentes raisons, etc., etc. Il y a la question de la santé, la question des services publics de proximité. On ne parle pas beaucoup, il y a un très bon ouvrage qui vient de sortir, l'édition de l'Aube, sur le rapport de la gauche aux zones rurales. Je sais que ce n'est pas forcément le public ce soir, mais ce n'est pas un problème. Il y a des choses à réinventer, y compris l'accessibilité des services publics, etc., et un regard un peu différent d'ailleurs sur comment on peut organiser les choses, et sans doute un peu moins de façon un peu moins techno que tel qu'on l'imagine. Donc, le pouvoir d'achat, c'est tout ça. C'est quoi le rôle de la puissance publique dans tout ça? Sur les services publics, c'est assez clair. C'est d'avoir aujourd'hui suffisamment d'action volontariste sur l'évolution des services publics. Moi, je ne crois pas du tout, je n'ai jamais cru qu'ils devaient être figés. Je crois qu'ils doivent répondre à l'accompagnement des parcours de vie dans une population. Et qu'on a plutôt une logique, historiquement et pour différentes raisons, une logique de guichet. Maintenant, c'est une logique d'accompagnement qu'il faut avoir parce que les parcours de vie sont un peu différents au moment où on a conçu les grands services publics, quels qu'ils soient. On doit réfléchir évidemment au sujet de la fiscalité, parce que ça se finance, tout ça. Vrai sujet. Donc la puissance publique, elle a évidemment un grand rôle là. Est-ce que l'évolution des services publics, ça concerne que la puissance publique? Non, ça concerne les citoyens, ça concerne les usagers. À quel moment on entend parler des parents? On parle de l'éducation. À quel moment on a essayé pourtant d'associer, y compris, et ça des fois fait un peu de débat, y compris dans les organisations syndicales, mais les associations de malades, de maladies chroniques, etc., dans un certain nombre d'évolutions. Trop peu. Ça peut exister, mais trop peu. Et donc, il y a les services publics, il y a un rôle de l'État qui est primordial, qui est central, etc. Si on prend les questions de logement, les questions de mobilité, etc., il y a d'autres acteurs, mais il y a aussi un rôle de la puissance publique qui est extrêmement puissant, de mise en œuvre. Mais ce n'est pas forcément l'État. Voilà. On est aujourd'hui dans une situation, on va peut-être en parler, c'est-à-dire qu'en fait, les citoyens français, ils sont soumis à deux contraintes, enfin deux angoisses fortes. L'angoisse du devenir collectif
à travers les grandes mutations, enfin la situation géopolitique évidemment, mais les grandes mutations qui sont à l'œuvre et qui sont la transformation écologique absolument nécessaire, mais aussi la digitalisation dont on pourra reparler, y compris dans le travail, l'intelligence artificielle, etc. Et de l'autre côté, ce que j'appelle la vie quotidienne, et qui n'est pas du tout méprisant de ma part, c'est ce dont on parle là, services publics, etc. Donc, sur la question logement, etc., là, il y a des responsabilités qui commencent à être un peu plus partagées, notamment avec ce qu'on peut appeler des corps intermédiaires, qui sont les collectivités territoriales. Mais si on considère que ce qui peut se faire, c'est simplement du niveau national, et après on siffle et vous appliquez, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il se passe plein de choses dans les villes, dans les villages, etc., autour de la vie quotidienne. Mais il faut donner le cadre. Et la puissance publique, nationale, dans cet objectif-là, elle doit avoir un cadre, elle doit fixer des cadres, elle doit donner la capacité à agir. Et pas essayer de régler le problème. Lorsque ma bagnole crève, maintenant, j'ai presque envie de dire, est-ce que ce n'est pas de la faute de Macron? La réponse est non. Mais si on veut sortir de ça, il faut aussi que la puissance nationale, c'est-à-dire l'État, il arrête de faire croire qu'il va régler n'importe quelle situation. Ce n'est pas vrai. Il n'y arrivera plus pour des raisons simples. C'est qu'il y a eu les RGPP et d'autres politiques qui ont coupé les bras de l'État en région. Et puis parce que, tout simplement, ce n'est pas possible. Parce que les situations sont différentes, etc. Puis il y a le troisième élément qui est la question de quelles ressources on a. Sur la question des salaires, moi, je n'attends pas de l'État qu'il fasse, je ne veux pas une économie dirigée au ce point que l'État va fixer, il fixe le salaire minimum. Et il faut continuer de le faire, il faut des règles de revalorisation du SMIC. Ça procure quoi? Ça procure tout simplement de plus en plus de SMICards. Et il faut le faire, il faut revaloriser le SMIC. Le problème, c'est la répartition de la richesse après. Les grilles salariales qui se sont écrasées. Et la puissance publique, elle peut quoi? On voit bien, ça fait 3 ans qu'ils disent qu'il faudra augmenter les salaires. Ouais, mais les gars, ça ne marche pas en fait. Parce que dans les entreprises, ceux qui n'ont pas envie de le faire, ils ne le font pas. Il faut donner des cadres. Et les cadres, c'est quoi? Une entreprise qui est dans une branche professionnelle où les salaires sont en dessous, commence dans la grille en dessous du SMIC, et ça existe pour beaucoup, une centaine de branches aujourd'hui encore. Eh bien, cela, les aides publiques au bas salaire, vous oubliez. Vous oubliez. Il y a de la conditionnalité des aides publiques versées aux entreprises. Moi, je ne suis pas contre les aides publiques versées aux entreprises. Il y en a besoin. D'ailleurs, j'ai vu trop souvent des représentants syndicaux dans ma région, en Pays de la Loire, venir en disant qu'il faudrait que la région elle donne un coup de main à notre entreprise, etc. Mais une seule condition, c'est que ça serve l'emploi, la performance économique, et pas une répartition de la richesse qui est injuste. Que peut faire l'État sur la question salariale? Elle peut encadrer les rémunérations. Moi, je ne suis pas choqué par un rapport de 1 à... CVT disait à une époque 1 à 20, il y avait une répétition dans l'IB qui était de 1 à 100, mais on nous avait dit qu'il y aurait un code de bonne conduite des entreprises. Le code de bonne conduite, je crois que pour ceux qui veulent y croire, ça n'a pas marché. Donc, mais la puissance publique, elle n'a pas, sur le terrain du travail, à faire autre chose que donner les cadres pour le faire et la contrainte si jamais vous ne faites pas. Le dialogue social, c'est ça. Je vous invite à relire le rapport de Jean-Denis Combrexel, qui après a occupé d'autres responsabilités, qui a fait un rapport sur le dialogue social. Tout le monde a sauté le chapitre 1 et allé au chapitre 2 en disant ça peut s'organiser comment, on va supprimer les CHSCT. Erreur, évidemment. On va regrouper les DP et les CE, pourquoi pas, etc. On a oublié le chapitre 1. Le chapitre 1, c'était le comportement des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la société, mais c'est vrai dans le travail et c'est vrai dans la société, le rôle de la puissance publique, c'est redonner de la capacité à agir. Redonner du pouvoir d'agir aux différents acteurs. Mais en le faisant en fixant les cadres. Et il y a des sujets sur lesquels on ne doit plus attendre de l'État qu'il nous donne la solution pour tout le monde. Je vais l'illustrer, si tu permets, par un point assez simple. C'est l'organisation du travail. Je ne sais pas où vous travaillez les uns et les autres, mais l'organisation du travail n'est pas la même. Il y en a qui font beaucoup de télétravail, il y en a qui sont très en présentiel, il y en a qui travaillent plutôt le matin, d'autres plutôt le soir, etc. L'État ne va pas donner l'organisation du travail. Ce que peut faire la puissance publique, c'est de contraindre, de rendre obligatoire la négociation sur l'organisation du travail entre les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et l'entreprise, pour que ce ne soit plus le seul domaine réservé de l'employeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis clair, parce que je suis un peu long, mais il faut que la puissance publique, elle donne le cadre pour agir, mais qu'elle arrête de considérer qu'elle peut tout faire. Il faut surtout qu'elle encourage à s'engager. C'est-à-dire qu'elle donne envie aux citoyens de s'engager, de se mobiliser. Et pour ce faire, il faut respecter les organisations qui, elles-mêmes, prennent la parole, s'engagent. Alors, c'est vrai de l'État, mais c'est vrai aussi des communes. Il y a toute une série de communes
comme Montrouge, par exemple, où on brandit la question, pardon, hein, je vais faire un peu de... Voilà. Hein. Non, mais il faut bien faire vivre la démocratie locale. Mais donc, on brandit les fameuses réunions pour faire de la démocratie locale où on fait semblant de consulter, qui sont en réalité des grands-messes, avec en général exclusivement les affidés de l'élu du maire, et où, au fond, il n'y a pas beaucoup de confrontation. Parce que c'est difficile quand on est, et c'est de plus en plus difficile, je trouve, aujourd'hui, d'accepter la confrontation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de lieux où on peut s'écouter et où l'opposition peut se faire entendre. C'est vrai du Parlement, où il n'y a plus du tout de co-construction. J'aime beaucoup le mot de co-construction. Et c'est vrai aussi des collectivités locales. J'ai découvert ce que c'était qu'être élu local d'opposition. Mais je veux dire que vous n'avez aucun droit. C'est-à-dire que même si vous pesez quelques centaines de voix de moins, vous n'avez aucun droit, vous n'avez pas accès à l'information. Et on vous coupe le micro. Et ça, c'est plein de gens le vivent, plein d'élus d'opposition dans les villes le vivent, et c'est un problème démocratique. Donc, pour donner plus de poids et de pouvoir à notre envie, à notre... Regardez, vous êtes nombreux aujourd'hui, vous avez envie de participer, et ça, c'est une des caractéristiques de la société française. Encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de reconnaître cette voix-là et de l'entendre. C'est sûr qu'il y a un sujet d'aridité démocratique qui est en train de prospérer, c'est-à-dire d'incapacité, et je partage ça, hein, cette incapacité à reconnaître des intérêts contradictoires et des visions différentes de pensée. Et ça, vous allez me dire, c'est évident, mais on est en train de reculer là-dessus. On est en train de reculer. Et quand on recule, on laisse la place à ceux qui, en permanence, veulent aboyer, veulent considérer... Moi, j'ai toujours considéré dans le dialogue social, on m'a souvent demandé, quand tu étais en négociation avec les employeurs en face, c'était quoi les deux premières conditions. La première condition, c'était de s'assurer que les deux parties avaient envie de conclure. N'avaient pas conclu encore, hein, mais au moins, c'était une perspective qui s'offrait. Moi, rentrer en négociation alors qu'il y en a une des parties qui n'a pas envie d'aller au bout, ça ne sert à rien, je n'ai pas de temps à perdre. Et la deuxième, donc une forme de loyauté. Et le deuxième, c'est la capacité à reconnaître la légitimité de l'autre. Franchement, moi, j'en suis fadé, les cons. Mais ils étaient légitimes. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Et j'en ai connu des très bien, hein, des pas cons du tout. Hein, et des gens très respectueux, etc. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait ça exprès pour faire une caricature. Il faut reconnaître la légitimité de l'autre. La légitimité de celui avec lequel on n'est pas d'accord. Le dialogue, ça commence comme ça. Ça ne veut pas dire d'être d'accord, ça ne veut pas dire d'accepter de se laisser convaincre si on n'a pas envie de se laisser convaincre, de comprendre son champ de contraintes. Quand vous êtes face à un employeur, quand vous négociez, il a son champ de contraintes. Ce qu'il faut, c'est essayer de lui faire bouger, dans ce cadre de ce champ de contraintes, de faire bouger dans le sens qui vous apparaît le plus important. Et on a souvent moqué la négociation, on a souvent moqué le compromis, on a souvent... en fait, c'est un des arts les plus difficiles aujourd'hui dans une démocratie. Et moi, je suis d'accord avec l'idée que le vote, qui reste évidemment la voie suprême, le vote n'écluse pas la question démocratique. Jamais. La légitimité, elle s'octroie par le vote et par la pratique démocratique que vous opérez. C'est vrai pour un maire, c'est vrai pour un président de la République, c'est vrai pour un responsable syndical. Lorsque vous êtes élu en congrès, moi, j'ai toujours considéré que le plus dur commençait parce qu'après, il fallait acquérir l'autre partie qui était plus difficile à acquérir, de la légitimité démocratique, c'est par sa propre pratique, par ce que vous portez, par la capacité d'écouter, de vous laisser bousculer, de changer d'avis parfois, etc. Et ça, malheureusement, dans un moment où on a le sentiment, et à tort, hein, parce qu'il y a la surface, il y a l'écume, puis moi, il se trouve que j'ai la chance de retourner de temps en temps au bord de l'océan pour voir mes amis, enfin d'autres amis, eh bien... la société n'est pas à feu et à sang non plus. Hein. Mais quand il est question de s'affronter sur un certain nombre de sujets, on a tendance à monter plus fort parce qu'il y a des exemples. Voilà. Mais il faut montrer qu'on peut co-construire. Moi, j'aime bien ce terme aussi. Hein, co-construire en partant de points de vue différents, et parce qu'à un moment donné, on partage un intérêt commun. Et l'intérêt commun, il est évidemment sur le sujet, mais il est aussi sur la conception de la démocratie. Si on fait tous la démonstration qu'on a raison soi-même, moi, je suis persuadé que je suis sans doute un de ceux qui a le plus raison. Hein. Mais si on fait tous, hors de blague, si on fait tous la démonstration qu'on a raison et que l'autre a tort, ce qu'on abîme, ce n'est pas tellement la capacité de faire le compromis, évidemment, sur le sujet qui nous concerne, mais on abîme la démocratie. Il faut montrer que dans le désaccord, la confrontation, elle peut être à un moment donné fructueuse. Et si elle n'est pas fructueuse, à minima, il faut de l'écoute. Et regardez les deux grandes crises sociales, les deux dernières grandes crises sociales. Hein.
elle s'opère sur le terrain du travail et elle s'opère en dehors de l'entreprise. C'est quand même assez symptomatique. Hein. La crise des Gilets jaunes, c'est une crise du pouvoir d'achat, hein, vraiment, une incompréhension aussi d'une mesure qui est plutôt bonne en termes de transformation écologique, mais qui est dénuée d'un ancrage dans les réalités. Et elle s'opère sur le terrain du travail et de la reconnaissance des services publics aussi. La deuxième, c'est sur la question des retraites. Et pour autant, ce n'est pas de la conflictualité qui s'est développée dans les entreprises. C'est bizarre, hein? Bah, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui s'est loupé là, de donner aux acteurs de l'entreprise la capacité à essayer, mais de la contrainte. Moi, je pense que l'État, il doit exercer de la contrainte sur le monde économique pour que les entreprises soient contraintes de négocier. Et pas qu'on leur applique des règles qui parfois sont appliquées, mais dans le déni des réalités et donc sans efficacité réelle sur la vie concrète des travailleurs. Mais alors, comment on résout, par exemple, la question, bon, c'est une question qu'on va pas résoudre en 2 secondes, mais le chômage des seniors et le chômage des jeunes. Et l'explication de notre taux de chômage structurel, c'est quand même aussi ça. Sans mettre des contraintes, par exemple, dire aux chefs d'entreprise, eh ben, il y avait la contribution de la lande dans le temps, où quand on licenciait un senior, l'entreprise avait une pénalité. Bon, ben ça, c'était une contrainte. Est-ce que, alors elle a été supprimée, est-ce que quand l'État fixe le cadre, et comment faire pour que si l'État dit aux entreprises, aux représentants des salariés, aux représentants des entreprises, mettez-vous d'accord, comment faire pour éviter que la partie faible, c'est-à-dire le salarié, bah, en fait, soit écrasée? Est-ce qu'on peut complètement, vous voyez, et du coup... Il faut pour ça, Juliette, moi je pense, il faut que le supplétif, c'est-à-dire ce qui s'applique s'il n'y a pas d'accord, soit contraignant. Et soit presque contraignant de façon idiote, quoi. Au sens, je vais expliquer ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on l'a connu avec l'organisation du dialogue social. Lors des ordonnances en 2017, ça avait dit, voilà, on va réunir les instances et puis il y a possibilité de faire mieux en négociant. Il fallait faire l'inverse. Nous, ce qu'on vendait, c'est de dire, OK, c'est pas idiot de regrouper un certain nombre d'instances représentatives du personnel, de simplifier les procédures du dialogue social d'entreprise pour le rendre plus réel et moins formel parfois. Mais ce qu'il faut, c'est laisser les instances telles qu'elles sont et inciter les acteurs, et nous, on avait des représentants du personnel, beaucoup qui nous disaient on pourrait fonctionner mieux, etc., les laisser faire. C'est-à-dire, vous vous mettez d'accord sur comment ça fonctionne. Si vous n'êtes pas d'accord, ça s'applique avec les mêmes choses. On aurait eu quoi? On aurait eu sans doute ici ou là des regroupements d'instances représentatives du personnel. On aurait eu sans doute aussi des façons de fonctionner, de la créativité sur le dialogue social. Là, les employeurs, ils ont fait quoi? Ils ont appliqué la loi. On a dit, bah non, on ne va pas négocier, etc. Et donc, c'est comme ça, je crois, pour inciter à la négociation, il faut que ceux qui ne jouent pas le jeu de la négociation soient pénalisés par rapport à ceux qui jouent le jeu. Et ça se passe par le supplétif, ça se passe par plus de complexité pour eux, etc., etc. Et ça, ce n'est pas impossible à faire, mais il faut avoir confiance dans les acteurs et accepter que, ce qui est déjà le cas, hein, on parle tous du monde du travail, etc., on n'a pas exactement les mêmes réalités partout, accepter que l'intelligence collective se fasse. Sur les seniors, la contribution des ladans n'avait pas du tout fonctionné. Hein, non, alors, oui. Mais est-ce sur que vous pouvez un peu sur les développer? seniors, c'est quoi le sujet de l'emploi des seniors? C'est un sujet d'impensé de fin de carrière, doublé d'une autre particularité très française, qui est l'intensification du travail. Moi, vous voyez, là, à l'heure qu'il est, j'ai sans doute encore pas mal de collègues qui sont au boulot. Vous allez dans n'importe quel établissement bancaire dans les pays nordiques, ça fait 2 bonnes heures qu'ils sont tous barrés, y compris les cadres sup. On a un rapport au boulot qui est irrationnel. Et ça, vous le retrouvez, je vais vous dire, moi, j'ai été surpris comme président de la Confédération européenne des syndicats, y compris dans la chose publique. Comment c'était chez toi, mais oui. Un membre de cabinet ministériel qui part à 20h, il a l'impression qu'il a pris son après-midi. On lui dit même dans certains ministères. Voilà, c'est vrai. Vous alliez à la chancellerie d'Angela Merkel, ça m'est arrivé plusieurs fois à 20h, bah, vous en sortiez, etc. C'est rideau. Est-ce qu'ils sont moins efficaces que nous? Est-ce que la question du travail... moi, j'étais toujours frappé quand j'allais au Danemark ou en Suède ou ailleurs dans les pays nordiques de voir des gens à peu près sapés comme moi aujourd'hui sortir des zones style la Défense à 17h et c'était grand max. Alors, je ne dis pas que ça doit être comme ça partout, c'est des particularités différentes, mais l'intensification du travail fait que l'emploi des seniors, c'est une réalité de capacité. Il y a une enquête qui est sortie, pas de n'importe qui, de la DARES,
étude statistique du ministère du Travail, qui montrait qu'il y avait presque 60% des gens, des travailleurs, qui disaient qu'ils ne se sentaient pas capables d'aller au bout de leur carrière dans les conditions qui leur étaient faites. Et donc, il y a une question d'organisation du travail, d'organisation des fins de carrière. En Finlande, 7 ans avant de partir, on commence à penser la fin de carrière. Là, c'est un truc que vous faites tout seul, si vous voulez y penser. Dans beaucoup d'entreprises, ce n'est pas un sujet. Vous allez jusqu'au bout. Et vous allez jusqu'au bout dans les mêmes conditions. Donc, je pense qu'il faut... Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas déconnecter, parce que ce qu'on a dit pendant des mois l'année dernière, le sujet de la retraite, des fins de carrière, c'est un sujet du travail, la façon dont on le vit. Mais il faut aussi, les entreprises qui ont un taux d'emploi des seniors, moi, je ne suis pas contre le fait de mesurer. Alors, après, il faut mesurer de façon contraignante, parce qu'on voit que sur l'index égalité salariale, en fait, tout le monde a gagné la médaille. Donc, évidemment que ça ne fait pas beaucoup d'effet. Mais il faut mesurer. Et les entreprises qui n'ont pas de plan d'emploi des seniors, de plan de formation, d'accompagnement des fins de carrière, de mentorat dans certains endroits, de tutorat dans d'autres, etc., qui n'ont pas réfléchi à ça, il faut pouvoir réenchérir le coût de la rupture. Et puis, sans doute, oui, voilà, avoir des dispositifs comme ça. Alors, sans que ce soit des usines à gaz, parce que ça ne fonctionnerait pas. Mais de toute façon, c'est le sujet de la retraite. Le sujet de la retraite, c'est de considérer que tout le monde voudrait partir au même âge. C'est un délire total. Nous, ce qu'on vendait, c'était une retraite à la carte. Alors, évidemment, c'est moins porteur dans un média que de dire qu'on va donner, soit on va la vouloir à 60 ans, soit on va la vouloir à 67. Les deux, vous faites votre marché. Mais le vrai sujet, c'est qu'on n'a pas les mêmes carrières, on n'a pas les mêmes aspirations, on n'arrive pas autour de la soixantaine plus avec les mêmes conditions et donc les mêmes besoins, etc., etc. Donc, il fallait pouvoir donner des cadres, faire des distinguos en termes de, selon les catégories professionnelles, la pénibilité. Je sais que c'est un gros mot pour certains, mais enfin, c'est une réalité. Selon une enquête qu'on avait menée, il y a 40% des travailleurs qui encore disent souffrir physiquement de leur travail. Enfin, il ne suffit pas d'avoir une enquête pour le faire. Il suffit, encore une fois, soit de prendre le métro très très tôt le matin pour s'apercevoir que les gens qui ont bossé la nuit rentrent en dormant dans le métro, ou s'apercevoir qu'il y en a qui se lèvent très 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 tôt, ou il suffit tout simplement de regarder la réalité de la façon dont on vit pour s'apercevoir de ça. Donc, il y a un sujet... moi, je vous le dis aussi, le sujet de l'équilibre des retraites, ça n'a jamais été un sujet qui m'a désintéressé, qui a désintéressé la CFDT. Il faut financer nos systèmes de solidarité. Donc, ça ne se fait pas non plus comme ça. Il faut que chacun participe à l'effort. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Le seul problème, c'est qu'on peut demander à ceux qui déjà sont les plus fragiles du système de participer plus. On ne va pas se raconter l'histoire. Quand vous êtes cadre, les 64 ans, pour beaucoup de gens, ça n'aura pas été très marquant. Mais pourquoi il y avait beaucoup de gens du nettoyage dans les cortèges CFDT, de la sécurité privée, etc. Parce que c'est eux qui vont travailler plus. Tout le monde, ok, je sais que certains vont me dire, mais moi aussi, ok. Mais certains, dans des professions intermédiaires, 64 ans, ça va peut-être faire 6 mois de plus, mais il y en a pour qui ça va faire 2 ans de plus cash, et certaines fois 3 ans de plus. Donc, on n'est pas capable d'avoir des politiques qui soient ciblées en direction des plus fragiles. Et c'est vrai que l'année dernière, si on prend le système des retraites, la réforme des retraites, c'est d'ailleurs la réponse qui nous a été faite froidement, évidemment pas publiquement, mais qui est de dire oui, mais il y a un effet masse. Si vous tapez sur la masse, ça rapporte plus que si vous faites du ciselé, quoi. Ça rapporte plus financièrement, ça n'a aucun doute. Démocratiquement, ça se paye beaucoup plus cher. Comment on aurait pu faire la retraite à la carte? Les points, la retraite par points? Oui, bien sûr. Une durée de cotisation, la retraite par points, c'est ce qui était parti en 2020. Voilà. Alors, c'était parti, ça embrassait un peu large et du coup, il y avait de l'incompréhension en mettant des mécanismes correctifs parce que on sait tous que la parentalité, elle impacte un peu plus les femmes que les hommes dans leur carrière. Parce que si vous avez commencé à travailler tôt, vous ne pouvez pas aller aussi tard. Parce que si vous avez des métiers pénibles, il faut des correctifs. Il faut des correctifs de solidarité si vous avez des trous de carrière liés à une maladie, à une période de chômage, etc. Il y avait un système.
Oui. Et je peux même vous dire qu'en 2022, on a ressorti un système plus simple, parce qu'on savait que celui-là était un peu marqué du sceau de la complexité, ce qui n'était pas totalement faux, il faut reconnaître les choses, avec en disant, on pourrait avoir un système privé, un système public, un système indépendant, puis petit à petit, on converge. Et ce n'était pas converger pour dire il y en a qui en profitent, etc. Ça n'a pas de sens. C'était converger pour qu'à un moment donné, on ait un système lisible, clair, et qui soit juste. Et là, après, il y avait des possibilités de libre choix. Alors forcément, vous ne pouvez pas aller avoir un libre choix de partir à la retraite avec le versement d'une retraite à 45 ans. Je suis désolé de doucher quelques espoirs. Mais évidemment qu'il fallait tenir compte d'un certain nombre de contraintes. C'est-à-dire que quand vous avez plus de libre choix, vous acceptez mieux les contraintes. Vous savez, moi, en ce moment, je travaille beaucoup sur la transformation écologique. Est-ce que ça va changer les choses pour les uns et les autres? Évidemment que ça va changer les choses. D'ailleurs, si on ne fait rien, ça va beaucoup changer aussi. Mais évidemment que ça va changer. Ça va faire évoluer des usages, des comportements, peut-être avec un champ de contraintes sur certains domaines, un champ d'opportunités sur d'autres aussi, sur un certain nombre d'éléments. Mais ce n'est accepté que si vous avez un champ d'initiative, que si vous avez une capacité à peser sur les choix qui seront faits. Et à partir du moment où tout ça vous apparaît comme simplement un élément des champs de contraintes, ça peut pas être, c'est pas accepté. Et sur la retraite, c'était ça. Moi, je connais des gens dans la propreté qui, pas forcément par nécessité, mais pour différentes raisons, le travail, c'est quand même un lieu de lien social aussi et de sociabilité, décidaient potentiellement d'aller un peu plus loin que les 62 ans, etc. Puis d'autres qui, à 60 ans, n'en pouvaient plus. Il fallait tenir compte de ça, il fallait construire des mécanismes. La retraite par points le permettait. Pourquoi ça a bloqué la retraite par points en 2020 ? Le Covid, OK. Mais juste avant le Covid. Parce qu'on a voulu mettre un élément paramétrique dans le truc. Parce qu'en décembre, on nous sort l'âge pivot. Si on ne sort pas l'âge pivot, on serait en train de converger dans le truc. Alors, il y aurait des gens qui gueulent. Mais dans une société, quand on fait une réforme, il y a des gens, il y a des effets de bord, il y a des gens qui ne perdent pas, mais gagnent moins que d'autres. Mais ça, c'est la société. C'est-à-dire, si on rénove un quartier là-bas, ça ne fera rien gagner à ceux qui habitent là. Mais enfin, il y en a qui vont gagner, quoi. Et peut-être que ceux qui habitent là, parce que le quartier était vraiment dégueulasse, ils vont devoir partager peut-être un espace public, etc. Ouais, mais c'est la société, ça, c'est vivre en société. Et ça, on ne l'a pas. Je crois que ça n'a pas, au moment de la retraite, on a pris l'effet masse. Quand on disait, mais attendez, regardez, preuve à l'appui, vous allez taper sur les salariés les plus en difficulté déjà. Et ouais, mais c'est les plus nombreux aussi, donc ça rapporte. C'était d'un cynisme total. D'ailleurs, je pense que ça a échappé à personne. Alors, le temps passe très vite. On va traiter rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, le dernier sujet, qui est le sujet sur le chômage. Et là, mais alors, Laurent, vous avez 5 minutes, parce qu'après, il va falloir qu'on donne la parole à tout le monde. Donc, en vrac et dans le désordre, quel bilan vous tirez des dernières réformes du marché du travail? Est-ce qu'il faut continuer à flexibiliser? Ensuite, ça va être un peu costaud. Ensuite, est-ce que l'agence France Travail fait bien son travail? La formation professionnelle, est-ce que les fonds servent vraiment à améliorer l'employabilité des salariés? Nonobstant la réforme de la formation professionnelle à laquelle vous avez participé dans le gouvernement en 2016 de François Hollande, sous François Hollande, comment aider les entreprises à anticiper les mutations écologiques et industrielles? Et un petit mot sur l'intelligence artificielle, au fond liée à la capacité des entreprises à anticiper l'avenir et surtout la capacité des salariés à se former à ces nouvelles techniques qui vont quand même aussi détruire de l'emploi. Moi, je ne peux pas répondre à 5 minutes à toutes ces questions. C'est un peu difficile, mais on va leur donner la parole. Flexibiliser, moi, je suis effrayé. Je suis dépité quand j'entends que le dernier truc à la mode, ce serait de revenir sur le petit délai de prévenance des représentants du personnel sur tel truc ou de jouer. On sait tous que ce n'est pas ça. Le sujet du chômage aujourd'hui, il est un sujet d'adéquation entre des besoins et de la formation et de faire recoller au monde du travail des gens qui en sont exclus. Et on ne le fera pas en leur disant tu vas aller faire ci pendant 10 heures parce que tu as une allocation. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que, moi, tu l'as dit, j'ai été conseiller en insertion professionnelle, c'est un sujet d'accompagnement. Est-ce que les structures d'accompagnement, de formation et aussi de conditions d'emploi parce que moi, ça m'a toujours, je vous le dis, il y a un conseiller un jour qui me dit oui, mais il faut bien qu'on durcisse les règles d'assurance chômage parce que dans tel secteur professionnel, ils ne trouvent plus, etc.
Et je lui dis d'accord. Je lui dis, du coup, ton gamin, s'il te plaît, tu lui demandes de suivre la voie professionnelle, ça sera assez court d'ailleurs, pour aller dans le secteur professionnel. Non, pourquoi tu veux pas? Salaire, conditions de travail, mortalité au travail. Ouais. Donc, on fait évoluer les choses ou on ne fait pas évoluer les choses. Donc, il y a ce sujet-là, même si ce n'est pas le seul sujet. Moi, je le dis, j'ai développé un programme sur le travail, un programme pour les étudiants. Il faut qu'on tienne compte des évolutions sur le rapport au travail, etc., qui se perdent. Il y a des choses qui s'opèrent. Mais, grosso modo, le problème du chômage, il est un problème d'adéquation en termes de formation et de conditions d'emploi, puis aussi d'incitation au bon sens du terme. C'est pas moi, quand j'étais conseiller d'insertion, les demandeurs d'emploi, tous les jours à 8 heures, on les regroupait, mais on n'était pas en train de les engueuler parce qu'il y avait tel autre truc qui n'avait pas marché. Hein. C'est parce qu'on regardait où étaient les difficultés. Sur France Travail, oui, enfin, les agents de France Travail, les dirigeants de France Travail, grosso modo, ils font un bon boulot. Et il y a eu... Pôle emploi, il y a eu un excellent dirigeant et ils ont fait du boulot. Enfin, après, il faut leur donner les moyens de faire, etc. La question d'après, c'était... C'était la formation professionnelle. Est-ce que les fonds servent vraiment à améliorer l'employabilité? Mais comme il y a eu le CPF, etc., on a brassé trop large. D'abord, il y avait une forme d'individualisation. Il y a besoin d'un accompagnement. Nous, ce qu'on avait beaucoup poussé, c'est le conseil en évolution professionnelle. Quand vous avez sur votre téléphone un nombre d'heures que vous pouvez dépenser, voilà, ça ne vous fait pas quand même... Dans le temps, quand j'étais jeune, moi, au collège, j'avais un conseiller ou conseillère d'orientation. Ça servait drôlement quand même. Hein. Dans les carrières professionnelles, ça peut servir. Et donc, le CPF, il s'est un peu noyé. Et là, aujourd'hui, la tentation, plus que la tentation, qui est de dire, quand vous allez avoir une formation, vous allez pouvoir... vous allez avoir un ticket modérateur. Quand vous allez payer... C'est idiot. Ce qu'il faut regarder, c'est les champs sur lesquels les formations sont le plus mobilisables. Et puisqu'on parle de formation professionnelle. Donc, ça a été utile. Enfin, franchement, il y a des choses qui ont bougé. Hein, l'apprentissage, l'accès à la formation professionnelle. Enfin, moi, quand j'ai commencé comme syndicaliste, le budget formation dans une entreprise, il était spolié par les cadres. Rien contre les cadres. Hein, et il était, pour les ouvriers, il n'y avait rien. Donc, les choses ont quand même bougé. Enfin, faut pas exagérer. Et après, sur deux sujets, la transition écologique, on pourrait en parler pendant des heures. En fait, on est soumis, je vais les prendre comme ça, on est soumis à deux révolutions industrielles ultra rapides. La nécessité de la transformation écologique, ça va bouleverser certains secteurs professionnels, l'emploi, mais aussi le travail. Et puis, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle révolution industrielle, c'est une autre révolution industrielle, une révolution technologique. Elle a une petite particularité qui, j'avoue, me fait sourire, vu mon milieu d'origine, c'est que quand on disait qu'il y avait de la robotisation, etc., de l'automatisation, on avait beaucoup d'endroits où on pouvait discuter et on se disait oui, mais enfin c'est bien normal, puis ça améliore les conditions de travail, etc. C'était pas faux. Et maintenant, sur l'intelligence artificielle, avec les mêmes acteurs, souvent, alors je caricature un peu, mais là, ça commence à toucher les professions intellectuelles. Et là, du coup, on voit l'automatisation, parce que finalement, ça fait d'une certaine manière, un peu plus, voilà, quand même. Autant le grouillot, on pouvait lui dire, mon pote, tant pis, tu te barres, et puis on va passer à la caisse sans toi, avec le supermarché. Autant, quand il est question de profession quand même reconnue, c'est plus inquiétant. Sur ces deux sujets-là, et c'est vraiment un grand trait, il n'y a pas d'autre voie que de poser les sujets et se demander comment on fait. Mais en ayant une chose, c'est de savoir où on veut aller. Et où on veut aller sur la transformation écologique, il faut que ce soit rapide, au sens radical du terme. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas mon propos, mais moi je crois qu'il faut la radicalité des choix sur la transition écologique. Je suis aujourd'hui impliqué différemment sur ces questions-là. Il faut qu'on sache se dire que des choses doivent bouger. Ça ne veut pas dire dans la brutalité. Il faut que ça se fasse par le compromis, par la discussion. Et dans le monde du travail, ça passera comme ça. Mais ça passera. Nous, on a fait un rapport avec FNH sur l'automobile, enfin quand je dis nous, la CFDT, qui disait qu'il n'y avait pas un scénario d'évolution de l'automobile où il n'y avait pas baisse d'emploi. Quand on l'a fait, moi j'ai dit c'est très bien, il est vraiment très construit et tout. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on aille le vendre, entre guillemets, aux travailleurs de Douai, de Maubeuge, de Sochaux, etc. Quand vous y alliez, les gens, ils savaient. Hein. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Ils savaient, mais la question qui était posée, c'est de dire, OK, mais du coup, c'est quoi l'accompagnement ? Comment on fait ? Et sur l'intelligence artificielle, il faut mettre de l'éthique.
Je pense qu'il faut vraiment avoir espoir que l'Europe régule ça. Et il y a plutôt des choses dans un trilogue qui est en train de se faire, qui a plutôt marché et qui a donné de la régulation, mais il faut aller vite aussi. Il faut aller vite et il faut accompagner là aussi les travailleurs en termes d'évolution. Ça peut aussi rendre le travail différent, plus intéressant ou plus aliénant, ça dépend. Enfin, donc, il n'y a pas de... Vous savez, de toute façon, c'est deux phénomènes contre lesquels on ne pourra pas dire il ne se passera rien. Il y en a un, c'est absolument nécessaire d'y aller. L'autre, il s'impose. Hein. Moi, je ne suis pas technophobe. Mais il doit se réguler, avoir des règles éthiques, savoir jusqu'où ça doit aller, jusqu'où ça ne doit pas aller. Parce que mine de rien, quand même, toujours, il y a quand même quelqu'un qui est à peu près comme vous et moi, derrière, qui monte le truc, quoi. Merci beaucoup. Je précise, avant de passer aux questions, que la dernière séquence des grands entretiens était avec Philippe Aghion et que nous avons dit exactement ce que tu dis, qu'il faut engager la révolution sur le plan écologique et que ça se fera notamment par l'innovation, mais pas seulement. Alors, on va passer maintenant, avant la conclusion, parce que c'est important, aux questions. Je crois qu'il y avait, alors François Pinatel, qui a beaucoup travaillé sur le travail, qui avait une question à te poser, et ensuite, nous allons passer les micros qui sont là. Ce que je vais vous demander, donc François va démarrer, ce que je vais vous demander, c'est, si vous voulez bien, de poser des questions courtes, très courtes, idéalement 1 minute, ce serait formidable. Et comme d'expérience, la dernière fois, il y a eu plein de questions, on va faire, si tu es d'accord, parce que Laurent a des contraintes horaires, on va faire 5 questions par 5 questions. Donc, on va faire des petits paquets de questions et des petites... voilà. Et ensuite, on s'acheminera vers une conclusion. Et vous verrez que la conclusion, c'est une forme de synthèse en 5 points de nos échanges, synthèse à laquelle sont en train de travailler une partie de l'équipe. Et donc, voilà. Alors, François, tu commences. Oui. Voilà. Et puis ensuite, donc, tu ouvres le bal. Oui, le micro est allumé. Oui, Monsieur Berger, moi, je suis surtout un spécialiste de droit social européen. Et donc, j'avais envie de parler 2 minutes avec vous de la notion de dialogue social, puisque vous avez été, vous l'avez dit à plusieurs reprises, président de la Confédération européenne des syndicats. Les gens ne le savent pas toujours, mais la notion de dialogue social, c'est une notion qui a été inventée par le droit européen. À l'origine, c'est un concept qui a été inventé par Jacques Delors lorsqu'il est arrivé président de la Commission en 1985 et qu'il avait un projet qui était celui de l'Europe sociale, c'est-à-dire l'intégration par l'approfondissement en développant les compétences sociales de l'Union européenne. L'idée, c'était que, et c'était sa culture, l'idée, c'était de dire les organisations professionnelles doivent être partie prenante, en fait, du développement de cette Europe sociale. Il a commencé à les réunir, enfin vous connaissez tout ça par cœur, mais les gens ne le savent pas et je trouve que c'est quand même une histoire importante à raconter. Il a commencé par réunir les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés dans un château près de Bruxelles, qui s'appelle le château de Val-Duchesse, où ils ont pris l'habitude de discuter entre eux. Et puis ensuite, à la faveur de la modification des traités, il est parvenu à faire rentrer le dialogue social en tant que concept dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui était le traité CE à l'époque, où il y avait un principe institutionnel qui était de dire que le dialogue social devait conduire à des négociations qui pouvaient même conduire à des accords. Et pour ça, il y avait 3 règles. Première règle, consultation obligatoire des partenaires sociaux, c'est-à-dire des organisations. Partenaires sociaux, c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que ça édulcore l'antagonisme social. On n'est pas des partenaires. Quand on négocie, on est des gens qui dialoguent. Donc, consultation obligatoire des partenaires sociaux d'abord. Ensuite, les partenaires sociaux pouvaient se saisir des sujets. S'ils se saisissaient des sujets, ils pouvaient les négocier. Et ensuite, la Commission avait la possibilité, elle, de transposer l'accord collectif dans le cadre de directives qui annexaient l'accord. Donc, il y avait vraiment ce qu'on appelle un principe de co-construction. C'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est devenu quoi, la négociation, le dialogue social européen, la négociation collective européenne? Vous l'avez vécu, vous, quand vous étiez, j'imagine, président de la Confédération européenne des syndicats. Ça a marché 3 ans, ce système-là. Ça a marché entre 96 et 99. Il y a eu 3 accords collectifs extrêmement importants, le chômage partiel, le temps partiel, le contrat à durée déterminée, le congé parental. 3 consultations, 3 négociations, 3 transpositions par une directive communautaire. Ensuite, à l'arrivée de Romano Prodi, puis ensuite de Barroso, le système s'est complètement bloqué.
Et on est arrivé à un système assez inélégant, dans lequel, d'un côté, on continue à consulter les partenaires sociaux, mais qui ne négocient plus. Et d'ailleurs, l'échec des négociations relatives à la directive travailleurs de plateforme a été, de ce point de vue-là, assez éloquent. Et de l'autre côté, on a des acteurs sociaux qui continuent à négocier entre eux. Ils font des choses d'ailleurs magnifiques, un accord collectif sur le travail inclusif ou sur les violences faites au travail qui sont absolument extraordinaires, mais qui ne sont plus reprises par la Commission, qui ne fait plus adopter de directive. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment vous, en tant qu'ancien président de la Confédération européenne des syndicats, vous avez vécu ce blocage, comment vous l'expliquez, et comment, surtout, on fait en sorte de sortir de ces situations dans lesquelles on parle de dialogue social, mais le dialogue n'a pas lieu parce que les négociations collectives n'ont pas lieu. Ce qui importe, ce n'est pas le dialogue, ce qui importe, c'est le résultat du dialogue. Et le résultat du dialogue, c'est la négociation. Merci. Alors, Laurent Berger te répond, et puis ensuite, on refait un petit tour de... Je vais répondre très rapidement, mais je partage le constat. Barroso, c'est 10 ans de traversée du désert. Et donc, je n'ai rien à dire sur le constat. Mais qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit ce dont je parlais tout à l'heure, c'est de l'aridité démocratique, c'est-à-dire de l'absence de réflexe démocratique. Quand les acteurs ne sont plus invités à discuter, à prendre leur part, etc., vous les mettez dans une situation d'être plus des commentateurs. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au-delà d'une absence de volonté politique, vous construisez, et moi ça m'a frappé, hein, quand j'ai vu les organisations patronales européennes en face, elles n'avaient plus rien à proposer, parce qu'elles étaient devenues une instance de lobbying pur jus. Lobbying, Bruxelles c'est important, mais je n'ai rien contre. Et donc, c'est quoi la solution à ça? Là, on va rentrer dans un nouveau moment après les élections européennes. Imaginons. Moi, je pense que le premier truc, c'est de reconstituer, évidemment pas les entretiens de Val-Duchesse que Jacques Delors construisait, mais ça, une conférence sociale. C'est-à-dire celui ou celle, si c'était Van der Leyen, si c'est Nicolas Schmitt ou je ne sais pas qui, le président de la Commission européenne, il faut qu'il dise banco, tout de suite. On se remet autour de la table, pas une demi-journée. Moi, j'ai fait des dialogues tripartites, en effet, des réunions, des machins. Il y a eu des choses intéressantes. Le président, le Premier ministre portugais à Porto, avec Nicolas Schmitt, ont monté une conférence, un événement sur le social qui était intéressant, etc., sur le travail. Mais ça a été, c'est sporadique. Il faut reconstruire cette habitude. C'est pas simplement les sujets. Il faut reconstruire l'habitude démocratique de construire du dialogue social au niveau européen avec cette contrainte, c'est vous transcrivez. On a le même problème au niveau national. C'est-à-dire que la transposition dans la loi d'un accord n'est pas automatique. Moi, je me suis défendu, je me suis battu parfois pour que l'accord soit respecté, même si dans l'accord, ce que voulaient faire certains députés, c'était plutôt aller dans le sens de ce que nous, on avait porté et pas obtenu de la négociation. Et en cela, vous retrouvez ce que je disais tout à l'heure, c'est une conception de la démocratie, le dialogue social, ce n'est pas qu'une méthode. Quand c'est une méthode, vous pouvez tordre la méthode. Quand c'est une conception démocratique, ça commence à être une vision un peu plus large. Et au niveau européen, il faut reconstruire. Ça part de loin maintenant, parce qu'il y a aussi de la distorsion nationale. 27, c'est plus difficile. Et Jacques le disait. Jacques Delors le disait, y compris à la fin de sa vie, il disait c'est pour reconnaître que c'est plus difficile que ça ne l'a été. Mais comme en plus on a perdu l'habitude à cause de Barroso, franchement, c'est plus dur. Et donc, pour repartir par un acte fondateur. Alors, comment vous expliquez que les acteurs sociaux ne soient pas saisis, qui a été un échec ensuite quand la commission s'en est saisie? Tout le monde avait un intérêt à... Une organisation patronale ne voulait pas discuter de ça. Et c'est vrai, et je vais vous faire une confidence, les organisations syndicales, enfin la CES, ayant perdu cette habitude démocratique d'une certaine manière, en tout cas le dialogue social était quelque chose, a dit on va jouer dans un jeu avec les gouvernements. Les gouvernements étaient assez partants, et puis la France est arrivée. D'accord. Bien, c'était très, très éloquent. Alors, il y a une question là, rapidement. Il y a aussi des questions en ligne, mais je crois que je vais donner la préférence à ceux qui sont en présentiel. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, une question. Donc, si vous pouvez, enfin, tu peux
Juste te présenter, juste ton nom, prénom, ville, et puis une minute. Oui, Lucille Bourquelot, personne. Je voudrais poser une question qui peut paraître saugrenue sur les relations entre le syndicat et l'école. Je considère que la crise de l'école est suffisamment grave pour que tous les acteurs de la société jouent un rôle dans la résolution, que j'espère, de cette crise. Et donc, compte tenu du fait que les syndicats sont d'une part une force démocratique et d'autre part spécialiste du travail, je voudrais savoir s'il y a une réflexion de la CGT sur de la CFDT, pardon. Ah non, oui, pas pareil. S'il y a une réflexion de la CFDT sur la contribution que ce syndicat peut apporter dans la crise de l'école. Ok, merci. Alors, on va en prendre d'autres, comme ça. Voilà, il y en a une derrière, monsieur. Voilà, on va commencer par ce côté. Hein. Voilà. Bonsoir, Michel Basserfal. Merci, monsieur Berger, pour vos propos. Très intéressants. Mais je voudrais aller sur 2 points de vue sur le pouvoir d'achat. Tout à l'heure, vous avez parlé du SMIC. Pourquoi les syndicats ne s'attaquent jamais à tout l'échelon des salaires quand le SMIC augmente? Parce que ça devient un problème important. Et ensuite, pourquoi on ne s'attaque pas à l'allègement des charges pour les entreprises qui pourraient alléger, en tout cas sur les charges salariales, pour alléger, puisque lorsqu'on regarde un peu les charges européennes, et vous avez parlé des pays nordiques, ils ont travaillé là-dessus depuis très longtemps et ça fonctionne très bien. Merci. Merci beaucoup. On va continuer à prendre d'autres questions par là. Là-bas, il y en a une. Là-bas, voilà. Bonsoir à tous. Béatrice Fayès, Paris 18e. Monsieur Berger, qu'est-ce qui vous empêcherait ou vous empêche aujourd'hui de vous engager en politique et de nous rendre service à tous? Merci. Je ne coupe jamais cette question. Ah, il y a une autre question là-bas. Oui, moi, je suis depuis dans le métier sur les reconversions professionnelles. Que pensez-vous, Laurent, d'un droit universel à la reconversion? Si ce n'est pas universel, au moins européen, comment y arrive-t-on? OK. Et une petite dernière pour la route. Oui, allez, une petite dernière pour la route, là devant. Allez, une petite dernière rapide. Bonjour, je m'appelle Virgile. Pour commencer une négociation, pour réussir une négociation, il faut s'écouter, c'est ce que vous disiez au début. Il faut donc partager un commun pour pouvoir comprendre et dessiner une direction vers laquelle on veut arriver à aller ensemble. Est-ce qu'on n'a pas perdu de vue ce commun et comment est-ce qu'on peut y travailler? Ça a peut-être un lien avec l'école aussi. Merci. OK, alors, allez, on va prendre les 5 là. La CFDT est assez faible dans le secteur de l'éducation. Que quand tout à l'heure je parlais du syndicalisme, parfois il y a des logiques corporatistes aussi qui peuvent exister ici ou là. Je pense que la CFDT, le sujet sur l'avenir de l'école, il ne dépend pas à la CFDT seulement des syndicats des enseignants. Il est traité à la Confédération. Il y avait des choses qui ont été faites qui étaient plutôt intelligentes, mais vous ne ferez pas de la transformation de l'école sans les enseignants non plus. Et sans les parents d'élèves, j'en suis persuadé. Et le truc, c'est que comme il y a eu peu d'espace sur le dialogue dans les années, depuis un certain nombre d'années sur l'école avec les enseignants, il y a une forme de rétrécissement du. Je ne sais pas si vous. Mais aujourd'hui, il y a un syndicat qui est un syndicat d'extrême droite dont on entend parler sur les plateaux de télé, etc., qui s'appelle le SNALC. Par exemple, voilà, c'est des syndicats. Et ce n'est pas le seul qui est dans une logique de rétrécissement. Le truc, c'est que, vous savez, moi, ça a été poussé à l'extrême en termes de caricature, mais quand vous avez des directeurs d'école primaire ou maternelle, je l'ai vécu comme usager d'une certaine manière, qui apprennent le dimanche très très tard ce qu'ils doivent faire pour l'ouverture de leur école le lundi matin, en pleine période de Covid, vous les prenez pour des cons. Et quand on prend les gens pour des cons, on le paye très cher. Et donc, moi, je vais vous dire, même sur le vote d'extrême droite, je suis très inquiet de ce qui peut se passer dans l'éducation.
parce qu'on n'a pas fait avec. Et donc, le rôle des organisations syndicales, c'est pas de l'avoir d'une logique corporatiste dans l'école, même s'il faut défendre les enseignants. Il y a une dévalorisation du métier d'enseignant phénoménale et des acteurs de l'école, mais il faut penser l'école de demain. Mais c'est pour ça que pour moi, il y a des sujets qui ne sont pas tabous. On peut parler de l'organisation du travail pour les enseignants, etc. Mais à une seule condition, c'est qu'on leur redonne aussi de l'autonomie, qu'on ne leur dise pas tous les matins de la façon dont ils doivent gérer le truc, etc. Enfin, vous voyez, et qu'on redonne aussi, je suis désolé de le dire comme ça, mais des salaires décents à des gens qui font un boulot extrêmement difficile. Sur évidemment qu'à chaque fois qu'il y a revalorisation du SMIC, on essaie de renégocier dans les branches. Il y a blocage. Parce que de toute façon, il n'y a personne qui est payé en dessous du SMIC. Moi, l'autre jour, j'ai rencontré une salariée, elle avait 8 échelons en dessous elle avant d'avoir le SMIC. Ça veut dire qu'elle pouvait travailler 8 ans, si tant est qu'on progresse tous les ans, 8 ans avant d'avoir un peu plus que le SMIC. C'est quoi le SMIC? C'est un salaire d'embauche pour personnes non qualifiées. C'est quoi le salaire? C'est la reconnaissance d'une tâche que vous effectuez pour produire un bien ou un service et d'une compétence que vous mettez en exercice. La compétence, elle évolue. Elle est individuelle, mais elle est collective. Quand elle n'est pas reconnue, il y a une déconsidération du travail. Quand il y a une déconsidération du travail, il y a le sentiment qu'on peut aller voir ailleurs sans arrêt. Il y a une aspiration à ça. Puis il y a surtout le fait que on considère qu'on n'a pas le sentiment de reconnaissance. Le mot qui revient le plus dans le monde du travail, c'est la reconnaissance. Et vous pouvez mettre évidemment la question salariale derrière, mais la question de l'utilité, du sens du travail, de l'organisation, etc. Quant aux charges, je préfère parler de cotisations me concernant, les cotisations jusqu'à 1,6 fois le SMIC, en France, c'est quasiment zéro pour les entreprises. C'est déjà quasiment zéro. Moi, je suis pour une conditionnalité des cotisations, des allègements de cotisations dont bénéficient les entreprises. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut prendre le truc. Sur le droit universel à la reconversion, nous, on l'avait... Dans les travaux qu'on a menés récemment encore, dans les propositions qu'on a fait dans les années, au moment où on discutait de l'emploi il y a 1 an et demi, il y avait un droit à la reconversion et le financement d'une reconversion tout au long de la carrière. Mais ça, c'est pas vécu, je ne sais pas comment le dire, c'est comme les questions, on a un problème dans notre société de la question de la gestion de l'urgence et du long terme, et du moyen long terme. Et c'est parce qu'on traitera les questions de moyen et long terme qu'on pourra aussi gérer les questions d'urgence. Et on fait l'inverse, c'est-à-dire ce n'était pas considéré comme urgent. L'urgence, c'est l'adéquation le plus vite possible du besoin. Et évidemment qu'il faut aller là-dessus. Il faut aussi gérer les reconversions de demain. Enfin, moi, je suis incapable de vous dire le monde du travail dans 50 ou 60 ans. Ce que je sais, c'est que dans les 20 prochaines années, avec les 2 révolutions industrielles dont on a parlé, le besoin de reconversion et de repositionnement professionnel, ça va être énorme. Sur le partager un commun, je ne crois pas qu'on l'a perdu. Moi, je ne suis pas du tout défaitiste et pas du tout pessimiste. Je ne crois pas qu'on l'ait perdu. Enfin, franchement, si vous vous foutiez du commun, vous ne seriez pas là. Ils sont exceptionnels aussi. Oui, sans doute, mais il y a plein de choses qui se font. Ouais, tout à l'heure, on parlait des initiatives locales. Tant qu'on considérera ça comme une anecdote pour journaux télévisés et que quand des acteurs vous diront « Regardez ce qu'on a fait, ça peut marcher, ça peut se marcher en faisant différemment » et qu'on leur dira « Non, mais tout ça, c'est petit, c'est de l'anecdote, c'est pas très important, ça ne marchera pas. » Les citoyens français, ils sont conscients qu'on ne vit pas dans un pays sous-développé, qu'on ne vit pas dans un pays ultra-libéral, qu'on ne vit pas dans un pays où c'est la guerre civile en permanence, etc. quand même. Et ils s'engagent pour essayer de trouver des voies de passage. Le seul truc, c'est qu'on leur donne des capacités à agir et qu'on reconnaisse et qu'on fixe un cap. Il n'y a pas de cap. C'est pas où on va. Un jour, on va là, le lendemain, on va là, etc. Et ça, c'est ça qui empêche de penser du commun. Enfin, quand toutes les enquêtes d'opinion vous le montrent que les citoyens, ils ont envie d'abord de vivre évidemment correctement, de savoir à peu près où on va, d'avoir d'espace de pouvoir intervenir sur les choix qui les concernent. Si on restaure ça, il n'y a pas de raison. Alors, évidemment, il y a ceux qui préféreront se mettre sur la figure en permanence, mais ce n'est quand même pas la majorité. Dans les entreprises, vous savez pourquoi la CFDT elle est devenue première organisation syndicale? Parce qu'on a regardé, l'attente à l'égard des organisations syndicales, c'était que le syndicaliste dans l'entreprise, ou la syndicaliste, elle aille discuter avec mon patron pour faire émerger des solutions et me procurer des droits. Pas que tous les matins, on roule des pneus dans la boîte. Et donc, dans la société, je suis persuadé de ça, à une seule condition, que
on restaure cette idée de dialogue, cette idée de co-construction, de pouvoir d'agir, de pouvoir de vivre aussi, c'est-à-dire qu'on redise c'est quoi le sens de tout ça, et puis qu'on se dise que oui, le monde est inquiétant à différents égards, mais que cette inquiétude, on peut la transformer en actions concrètes. Il y a des choses qui sont plus dures sur lesquelles agir. Sur la géopolitique, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Je n'en aurai pas, c'est pas de leçons là-dessus. Sur la question des transformations, des révolutions industrielles, on peut dire des choses intelligentes et pas, mais donner de la perspective. C'est l'angoisse qui génère aussi le repli sur soi et le sentiment qu'il faut se débrouiller un peu tout seul. On peut être utile de plein de manières. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Merci beaucoup, Laurent Berger. Alors, il nous reste 5 minutes. Je vais vous proposer une petite conclusion rapide. Vous avez derrière vous les 5 grandes lignes des échanges qu'on a eus, qu'on a travaillé ensemble, et qui vous proposent des orientations qui nous permettront de répondre, je l'espère, à ce qu'on s'est dit. Donc voilà, vous avez la question de la représentativité des syndicats qui est proposée là, une révolution syndicale, donc on est assez pour renforcer leur représentativité sans pour autant, comme le disait Laurent Berger, remettre en cause évidemment leur légitimité, puisqu'on a absolument besoin d'engagement et de démocratie sociale, garantir un revenu du travail décent. Alors ces idées ont été le fruit d'un échange et publié également par Laurent Berger dans un livre que vous avez tous lu et qui est sorti l'année dernière. Investir dans des politiques d'accès aux services publics essentiels tels que l'éducation, la santé et le logement, on en a parlé. Encourager le développement de l'ESS, on n'a pas parlé de l'économie sociale et solidaire, il faudrait qu'on fasse une conférence entière là-dessus, mais c'est une autre manière de voir la productivité et de voir l'économie, et évidemment en intégrant nos impératifs écologiques, et puis revoir le droit du travail en préservant les droits des femmes. Évidemment, en soulignant la décision d'hier de constitutionnaliser l'IVG, et surtout en travaillant sur la formation tout au long de la vie, les parcours atypiques. Vous voyez que le sujet est loin d'être épuisé. Ces 5 grandes orientations que nous vous proposons, qui sont, comme pour la précédente conférence, en fait, publiées sur notre site, et auxquelles vous pouvez évidemment réagir, critiquer et martyriser nos idées. On s'achemine vers la fin. Je voulais faire 2 choses. D'abord, vous remercier, te remercier, cher Laurent. Tu as dit, en 2014, c'était il y a 10 ans, tu as dit, pour moi, le Front National est toujours trop haut. C'était au moment des élections européennes en 2014, et donc ils avaient fait un très bon score. Tu as dit, pour moi, le Front National est toujours trop haut. Ce parti, je ne parle pas de ses électeurs, et tu as bien raison, est une tâche sur la démocratie. Nous avons le choix entre une société autoritaire qui sera dans le yaka faucon et la recherche du bouc émissaire et une société plus apaisée du dialogue, de l'écoute. C'est plus compliqué, mais as-tu dit, ça sera toujours mon choix. Et donc, je voulais vous dire ici que ça sera aussi toujours à nous tous qui sommes réunis ici notre choix. C'est un choix avec un chemin qui n'est pas facile. C'est le choix de la nuance, du dialogue, de la radicalité. Ce n'est pas parce qu'on est pour la co-construction qu'on n'est pas capable d'être radicaux et d'être très engagés sur nos valeurs. Et donc, je voulais dire que nous étions pleinement et entièrement en phase avec ce que tu as dit, ce que tu as proposé. Et je souhaite maintenant remercier très chaleureusement toute l'équipe qui s'est engagée autour de ce projet. Catherine, Colette, Virgile, Cécile, Marie-Hélène, Mehdi, François, Goulouen, Mathieu, parce que t'as pas vu, mais en fait, dans toute la ville, on a collé. On s'est remis comme au moment des élections municipales. Et nos affiches ont été arrachées par la France Insoumise, évidemment, sinon c'était pas drôle. Mais quand même, on a recollé et ça a tenu un peu plus longtemps. Donc je me dis que finalement, ça a tenu. Peut-être qu'on va réussir à aboutir. Merci. Merci à toi.